Le protocole de Toronto, 666. Fiction ou réalité, qui peut dire? Quoi qu'il en soit, selon certaines informations obtenues en province de France, mais surtout à la révision des événements survenus depuis les 25 dernières années, il apparaît que le scénario décrit dans ce document nous permet de mieux comprendre ce qui, jusqu'à aujourd'hui, paraissait des plus incompréhensibles à plus d'un. Nous livrons en entier ce document, avec en plus une analyse des nouvelles conditions économiques actuelles qui, en elles-mêmes, semblent plus que confirmer l'authenticité de ce dernier. Fin juin 1967, à Montréal, c'est l'Expo 67. À Ottawa, ce sont les derniers préparatifs du centenaire de la Confédération. Aux États-Unis, c'est la contestation à la guerre du Vietnam et, à travers le pays, le Flower Power. Nous sommes près des événements de mai 68 en France, de l'explosion du nationalisme au Québec, du festival Woodstock aux États-Unis. Mais en même temps, cette fin juin de 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du plan de la chute des nations. Chute des nations prévue par les hautes instances de la franc-maçonnerie anglo-saxonne à Toronto, Canada. Cette réunion secrète, hautement confidentielle, est organisée par les 666, c'est ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales, les 6 plus grands consortiums énergétiques de la planète, dont le pétrole fait partie, et les 6 plus grands consortiums de l'agroalimentaire, dont fait partie le contrôle des principales routes alimentaires du monde. Ces 666 étant les plus hauts responsables de la finance internationale, vont définir à l'intérieur de leur réunion une stratégie commune en vue de la mainmise absolue sur le commerce mondial, sur la possession de l'arme énergétique, porte ouverte sur le XXIe siècle, et sur le contrôle international de l'agroalimentaire, lequel comprend aussi pour eux les consortiums pharmaceutiques comprenant à leur tour le marché mondial des vitamines et des vaccins. Leur plan se résume à 3 orientations majeures: l'économique, le politique et le social pour les années 70 et 80. S'il réussit, le plan doit irrémédiablement déboucher sur la prise du pouvoir mondial par la mise en place du Nouvel Ordre mondial, le même dont le président américain George Bush fera tant la promotion au début des années 70. Titre du document des 666. Panem et circenses, du pain et des jeux du cirque. But du projet mondialiste, le génocide du vital au profit du rentable occulte. Moyen de financement du projet, entre autres, se servir de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire internationale, afin de financer les multinationales des 666. Le document. Toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes marquées sans exception par l'esprit d'errance des hommes. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que cet esprit se traduise par une société mondiale du loisir, sous toutes ses formes. Ce loisir doit se composer du sexe, des drogues, du sport, des voyages, l'exotisme, et des loisirs en général. Mais tout cela rendu accessible à toutes les couches de la société. L'homme doit arriver à croire qu'il est moderne, et que sa modernité est composée de sa capacité et de sa possibilité de pouvoir jouir largement. Et tout cela, maintenant, et de tout ce qui l'entoure. Pour parvenir à cet objectif, il est impératif de pouvoir infiltrer les médias, radio, télévision, journaux, les milieux de la mode et de la culture, les milieux de la nouvelle musique, par lesquels nous influencerons à coup sûr toutes les couches des sociétés occidentales. Ainsi, en tenant sous la coupe des sens la jeunesse, c'est-à-dire les adultes de demain, nous aurons par conséquent la voie libre pour infiltrer et transformer en profondeur, sans en être inquiétés, le politique, le système légal et l'éducation, ce qui nous permettra de modifier en profondeur le cours, l'orientation future des sociétés visées par notre plan. Les populations, nous le savons, n'ont pas de mémoire historique. Ils répètent inlassablement les erreurs du passé sans se rendre compte
que ces mêmes erreurs avaient conduit leurs pères avant eux aux mêmes déchéances qu'ils vivront en pire avant la fin de ce siècle. Voyez par exemple ce que leurs grands-pères ont vécu au début de ce siècle grâce au travail acharné de nos prédécesseurs. Après avoir connu sans limite la libération des mœurs, l'abolition de la morale, en d'autres mots l'errance de l'esprit, ils expérimentèrent la crise économique puis la guerre. Aujourd'hui, leurs petits-enfants et leurs enfants se dirigent droit vers un aboutissement semblable, pire encore car cette fois-ci, il nous permettra enfin de mettre sur pied notre nouvel ordre mondial sans qu'aucun d'entre eux ne soit à même de s'en rendre compte, trop préoccupés qu'ils seront tous à satisfaire exagérément leurs besoins sensuels les plus primaires. Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Concernant l'édition spéciale pour l'année 2019, tout commence pour moi par une synchronicité. En effet, j'ai diffusé en octobre sur le site du Parisien une citation. La vie c'est comme un miroir, quand on cherche à voir ce qu'il se passe derrière, on se cogne. Alors imaginez un peu ma stupéfaction lorsque j'ai vu pour la première fois cette couverture. Celle-ci est imprimée à l'envers avec la technique miroir utilisée par Léonard de Vinci dans son recueil de 18 pages doubles, le Codex Leicester. Un livre acheté en 1994 par le milliardaire américain Bill Gates. Je vais maintenant survoler la couverture du magazine puis vous donner mon analyse. Ici nous aurons le 20 juillet 2019 la célébration des 50 ans du premier pas sur la Lune. Ici, la sonde New Horizon doit effectuer le 1er janvier 2019 le survol de l'astéroïde surnommé Ultima Thule. Là, nous avons le mont Fuji, le point culminant du Japon. Faut-il craindre sa colère en 2019 ? Ici, c'est une référence à la morphopsychologie, soit l'étude d'un visage pour connaître le caractère d'une personne. Et c'est aussi une allusion au système de reconnaissance faciale largement utilisé en Chine. Là, c'est la même chose avec Trump, mais il y a une variante. La mèche de cheveux est prise en compte. Sa coupe de cheveux nous donne-t-elle un trait de sa personnalité? Ou The Economist fait-il un parallèle avec un certain H? Là, l'éléphant représente l'Inde avec son économie florissante. Ici, c'est l'après-Brexit, symbolisé par le bulldog anglais, l'un des emblèmes du Royaume-Uni qui signifie force et robustesse. Le panda en colère est source de tensions possibles avec la Chine. Poutine braque une nouvelle fois l'arme du gaz devant l'Union européenne. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse inspirent le début de la fin des temps. Loin de moi l'idée de vous faire un jeu de mots, mais ces cavaliers sont à cheval entre le nord de la France et l'Angleterre. Nous avons là le tunnel sous la Manche, un lieu de passage de l'Europe vers le Royaume-Uni. Ce secteur suggère des tensions liées à l'immigration incontrôlée. La cigogne et le code barre évoquent pour moi la marchandisation du bébé. Je pense à la GPA, gestation pour autrui, et je pense également aux prémices de l'humain génétiquement modifié, voire la Chine. Nous rentrons dans l'excellent film Bienvenue à Gattaca. Je reviendrai plus tard sur cette cigogne qui n'a pas fini de révéler des secrets. En 2019, on fêtera le 200e anniversaire du poète américain Walt Whitman. Carlo Pedretti, un historien de l'art italien, et l'un des meilleurs experts de la vie et des œuvres de Léonard de Vinci, représente ici l'homme de Vitruve en Pinocchio. Alors posez-vous la question, pourquoi ? Attention, pour ceux qui seraient passés à côté, voici la quadrature du cercle tant étudiée par de Vinci. Dans le carré qui représente pour lui la création du monde, la matière ou encore le savoir, se trouvent les problématiques de nos sociétés. L'écologie et la pénurie du pétrole. En 2019, on fêtera le 150e anniversaire de Gandhi, un personnage qui incarne la paix dans le monde. La légalisation du cannabis, le business de l'ADN, le sport et l'argent, mais il y a autre chose, j'y reviendrai après. La cause animale, représentée par un pangolin, une espèce en voie de disparition. C'est actuellement le mammifère le plus braconné au monde. Angelina Jolie, la madone des causes humanitaires. Le hashtag MeToo, utilisé pour parler des violences faites aux femmes.
Les élections sous haute tension en 2019, l'Afrique du Sud et la France face aux élections européennes de mai, le peuple français semble être décidé à retrouver son pouvoir de décision. Artemisia Gentileschi, qui pourrait être le symbole du féminisme. Là, nous avons le déséquilibre de la justice, soit le deux poids deux mesures. Ici, le smartphone symbolise les hautes technologies et les problèmes que nous aurons bientôt avec l'intelligence artificielle. Regardez le film Here, celui-ci nous montre comment l'intelligence artificielle pourrait avoir une emprise sur l'homme à travers son outil quotidien, soit le téléphone portable. Alors pourquoi est-ce intéressant d'analyser les couvertures de The Economist? Parce que celles-ci nous donnent des prévisions sur notre avenir. Les élites, et notamment les Rothschild qui détiennent en grande partie ce magazine, connaissent notre futur parce qu'ils le créent au fur et à mesure à travers leurs décisions. Ces gens ont un projet, un savoir et des moyens qui dépassent tout entendement. Je vais vous donner un exemple. Un chef d'entreprise projette de se séparer de son employé Georges, pour qui tout va bien. Le patron connaît sa personnalité et également sa situation personnelle. Georges a un petit salaire, il est célibataire, sans famille, avec une tendance dépressive. Voici la couverture que le chef d'entreprise pourrait lui faire. Mais les élites pourraient avoir d'autres moyens de connaître notre avenir. Là, je vous demande de rester ouvert et d'aborder ce qui suit comme de la fiction. La vie est par définition insaisissable pour le commun des mortels et toute théorie est bonne à prendre pourvu qu'elle aide à la réflexion, même si au final personne n'aura de réponse. Je pense qu'aujourd'hui, seuls les hommes de l'ombre détiennent un bout de la solution. Cette couverture n'est pas comme les autres, puisqu'il s'agit de la 33e édition. Le 33 est un chiffre important pour la franc-maçonnerie, une référence au Christ ou à l'arbre de vie de la Kabbale. C'est la verticalité de l'homme représentée par sa colonne vertébrale et ses 33 vertèbres. Le 33 est également le numéro atomique de l'arsenic, un élément essentiel de l'alchimie pour ses propriétés de transmutation. Les élites ont donc choisi ce moment important pour nous faire des révélations extraordinaires. Revenons à cette cigogne blanche qui nous dévoile plusieurs secrets. Premièrement, cet oiseau migre de l'Afrique vers l'Europe. Un détail pas si anodin car cela nous renvoie au pacte de Marrakech et la libre circulation des peuples. En examinant le code barre, on s'aperçoit qu'il s'agit du numéro de téléphone de l'entreprise Sprint Spectrum LP. Cette entreprise de télécommunications spécialisée dans les mobiles fait le lien avec le smartphone de la couverture. On peut même y voir inscrit le nom de l'actuel président des États-Unis. Cette entreprise est localisée aux USA dans la ville Ephrata. Ephrata est l'autre nom utilisé par les Juifs pour nommer Bethléem. Cet important centre religieux est censé être le lieu de naissance et de couronnement du roi d'Israël David. Cette ville est également considérée par les chrétiens comme le lieu de naissance de Jésus. Les élites nous montrent ici le départ d'un nouveau monde avec une volonté de créer et d'imposer une religion universelle. Le lien avec le smartphone est pour moi le début d'une nouvelle ère avec la domination de l'intelligence artificielle. Cette couverture 2019 rejoint donc l'analyse que je vous ai faite pour l'édition 2018. Voir aussi le dossier TimeGate où je vous propose un futur possible. Dans le contexte d'un nouvel ordre mondial facilité par ces vagues migratoires, le symbole de la naissance en dit long. Il prédit l'avènement d'un nouveau peuple métissé avec une seule et même croyance. Est-ce la dernière solution pour enrayer le racisme et les guerres de religion ? C'est une question qu'on doit se poser même si la diversité est à l'évidence une richesse pour tous. The Economist a utilisé pour la première fois de son histoire la technologie pour coder une couverture. Le code QR affiché sur le smartphone nous dirige vers une page secrète. Et là, je remercie chaleureusement The Economist pour le clin d'œil qu'il me fait, puisqu'il aborde l'un de mes sujets favoris, à savoir le voyage dans le temps. Il me donne par conséquent du grain à moudre. Sur cette page, on nous informe qu'un document a récemment été découvert. Il est question d'un texte que Léonard de Vinci a écrit quelques mois avant sa mort. Il détaille sa rencontre avec un mystérieux voyageur du temps. Après une brève explication tout aussi convaincante qu'étrange, l'inconnu remet au vieux peintre un objet rectangulaire en verre qui s'avère être un smartphone. Puis les deux hommes embarquent dans un engin pour un périple fantastique à travers l'année 2019. C'est à son retour que De Vinci deviendra prolifique dans divers domaines.
Le dessin, la sculpture, la musique, la science, l'architecture, l'urbanisme, la philosophie, etc. Quel est le but de cette page ? The Economist confirme-t-il, comme dans ma vidéo Les confidences d'un voyageur temporel, que de grands écrivains ont été inspirés par des voyageurs du temps ? Carlo Pedretti semble abonder dans le même sens avec son homme de Vitruve en Pinocchio. Est-il en train d'insinuer que De Vinci n'a rien inventé ? Maintenant, je vais finir à quelques détails amusants que je relie avec le voyage dans le temps et donc à cette page dissimulée. Sur un micro-trottoir, si vous posiez la question « À quel film pensez-vous lorsqu'on vous parle de voyage dans le futur ?», j'ai la faiblesse de penser que la majorité des gens répondraient « Retour vers le futur ». Dans Retour vers le futur 2, on prédit la montre connectée, les lunettes en réalité virtuelle, la tablette tactile, la biométrie, la télévision à écran plein, le drone à usage courant, la visioconférence, la publicité en 3D, les manettes de jeu sans fil, et j'en passe. Le film a également fait couler beaucoup d'encre pour sa nature prophétique, et notamment pour avoir prédit les attentats du 11 septembre. Alors quoi de mieux pour The Economist d'utiliser ce film pour semer ces petits cailloux ? Nous avons les lunettes, le nom du professeur, Doc, qui peut se lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, la balle de baseball, le sport favori de Marty, d'ailleurs tout au long du film il porte une singulière casquette de baseball. De plus, à sa sortie, ce long métrage avait causé l'hilarité de son public pour avoir montré les Cubs de Chicago remporter en 2015 les World Series, soit la ligue majeure de baseball. Contre toute attente, c'est ce qu'ils feront en 2016 après une disette de 108 ans. Alors pour conclure, je pense que les élites nous indiquent dans ce numéro spécial qu'ils iront au bout pour mener à terme leur projet de nouvel ordre mondial et qu'ils utiliseront des moyens avec lesquels nous n'aurons jamais accès. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences. Je vis, je meurs. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un rien en détresse. J'ai mûri pierre sur terre. Après vos heures, seulement dans ma peau. Je voudrais voler montagne avant. Si je pense à tes pleurs, seulement dans ma peau. J'ai toujours confondu la vie avec l'inconditionnel. Je crois dans un vie, tu es à ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, voilà. Au retour de l'univers,
Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? J'y crois encore.